bien, bonjour à tous, merci d'être là. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à voir autant de monde. La dernière fois que j'ai regardé un petit peu les personnes qui avaient prévenu de venir à la conférence, j'avais une majorité de personnes du design. Est-ce que les gens qui travaillent dans le design peuvent lever la main, s'il vous plaît? Ok. Et bien, comme ça. Alors du coup, vous verrez que le parti pris que j'ai choisi de faire, c'est vraiment de parler de... Ah, je parle pas assez fort? Non, je parle pas assez fort. Du coup, le parti pris que j'ai essayé de faire pour cette conférence qu'on a préparée avec Yoann, l'idée, c'était de se dire que nous, on apprécie la transdisciplinarité dans l'association et du coup, on accueille des gens qui viennent un peu de partout. Donc, je ne vais pas parler algorithme parce que ce n'est pas mon cœur de métier. Ce que je vais faire, c'est vous faire un retour d'expérience par rapport à des déconvenus ou par rapport à ce que j'imagine ou ce sur quoi je travaille. Du coup, pour vous dire à peu près d'où je viens, comme ça vous donnera une idée de quoi va parler la conférence. Moi, aujourd'hui, je suis data analyst et conversion rate optimisation. C'est-à-dire que globalement, je prends de la data qui vient des outils d'analytics, donc qui vont analyser vos parcours utilisateurs, Google Analytics, Content Square, etc. Il y en a plein sur le marché. Et après, je vais aussi aller dans ce qu'on appelle les bases de données et je vais essayer de voir comment je peux faire matcher les deux pour pouvoir... ce qu'on appelle annuler les points de friction. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. On a plein de manières de le faire. Et notamment, on a des outils d'intelligence artificielle qui vont nous aider. Dans ma spécialisation, j'ai aussi réussi à travailler sur une toute petite partie de l'IA qui est la classification de la base de données. Et pourquoi j'avais envie de faire cette conférence aujourd'hui, c'est que j'avais un petit peu envie de démystifier l'IA. Alors, je sais qu'il y a des choses qui sont faites un peu partout dans le monde, notamment dans le monde de la médecine, dans plein de domaines. Moi, je viens plutôt de la partie marketing e-commerce. Du coup, mon approche, elle est beaucoup plus pragmatique, elle va être beaucoup plus business. Du coup, pour démystifier tout ça, je voulais prendre quelque chose qui a un petit peu buzzé et qui a bien marché. C'est un film qui s'appelle Ex Machina. Pourquoi il est intéressant? Parce que pour moi, il est tout ce qu'on ne veut pas voir de l'IA et c'est un super outil médiatique pour continuer à alimenter la peur du super robot, de la super intelligence. J'avais prévu de vous passer la bande-annonce. Vous l'avez vue, vous l'avez pas vue? Allez, bon, je vous la mets, elle est courte, c'est l'avantage des teasers et ça résume assez bien tout le film. Oups. Ah il veut pas me la lancer. Si. Allez. So how does a programmer get to be meeting the CEO? I won a competition. The president can't get Mr. Garrick on the phone. You got the golden ticket. It's good to meet you, Nathan. It's good to meet you too, Cal. Can we just get past the whole employer-employee thing? Cheers. In many ways, this building isn't a house. It's a research facility. I want to talk to you about the greatest scientific event in the history of man. Are you building an AI? Hello. Hi. I've never met anyone new before. Have you? None like you. She's incredible. The challenge is to show you that she's a robot and then see if you still feel she has consciousness. Do you want to be my friend? Of course. Will it be possible? Why would it not be? Have you never been outside this building? We could go together. Did you program her to flirt with me? Do you think about me? If you lie, I will know. No. Lie. Maybe she's pretending to like you. Well, why would she do that? Do you think I might be switched off? It's not up to me. Why is it up to anyone? You shouldn't trust Nathan. You shouldn't trust anything he says. I think it's the next model. It's going to be the real breakthrough. So what do you do with the old one? You have to help me. One day the AIs are going to look back on us. Upright apes, all set for extinction. Is it strange to have made something that hates you? What were you doing with Ava?
Du coup, voilà, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est le cinéma qui parle de l'IA et sans l'IA, on n'aurait pas pu le réaliser parce que du coup, il y a tout un effet de modélisation sur le robot qui a été fait par IA. Et pourquoi il m'intéresse, c'est parce qu'il arrive à prendre toutes les craintes des personnes et à les mettre dans un seul film avec toujours des effets spéciaux qui vont aller plus loin et tout ça en partant d'un test de Turing inversé. Donc le test de Turing, c'était le fait de se poser la question à un moment donné. Donc ça se passe dans les années 50 et il va éditer un article dans lequel il dit qu'à un moment donné, dans le parcours de l'IA, on ne pourra plus distinguer quand on parlera à un humain et quand on parlera à un robot. Et du coup, là, c'est l'inverse. Là, il dit, je te dis que c'est un robot et à un moment donné, tu vas te demander si c'est un humain et on nous présente donc une intelligence générale qui est capable, à travers ses capteurs, d'avoir des sentiments, de se poser des questions et du coup, on reprend le mythe du GAFA, donc le personnage qui a créé l'IA, il vient d'une université et d'une fondation type Facebook, il fait ça dans son coin et effectivement, à un moment donné, vous vous doutez bien, sans vouloir vous spoiler, mais quand on voit les images, c'est que ça tourne mal puisqu'elle ne veut pas être enfermée. Donc ça finit mal, elle est lâchée dans la... Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose... Je n'ai pas pu m'empêcher, j'ai spoilé. Ça finit mal, ça dépend de quel point de vue. Ça finit mal parce que ça met une claque à l'image de l'IA et derrière, quand vous arrivez et que en ce moment, il y a eu dernièrement pas mal d'actualités, notamment le recruteur d'Amazon qui était devenu sexiste, vous avez du mal, vous, à défendre que vous faites de la data analyse et que du coup, vous allez alimenter les IA. Donc avant, j'étais prof, je ne servais à rien. Là, maintenant, je veux contrôler le monde, c'est pire pour moi. Par contre, ce qui est intéressant de voir quand on étudie et qu'on prend les grands faits, donc voilà, moi je suis pas une spécialiste de l'IA et c'est pas du tout la position que j'ai adoptée. Pourquoi ? Parce que j'ai eu de la chance de rencontrer des mathématiciens, des développeurs qui sont hyper friands d'idées et du coup moi je viens plutôt avec comment on va faire travailler l'IA par rapport à des problématiques. Du coup, en notre chatbot, on va les appeler comme ça, on a eu Elisa. Elisa, elle était intéressante parce qu'en fait, comme ils avaient déjà le problème de la compréhension du langage par la machine, ils se sont dit qu'est-ce qu'on va prendre qui pose des questions bizarres et du coup qui n'aura pas l'air bizarre. Parce que le gros problème du bot, c'est d'avoir l'air naturel. Et du coup, ils ont imaginé dans les années 60, donc en 65, un bot qui était un psychologue. Donc en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle repérait des mots-clés et elle reformulait les phrases. Bon, ça n'a pas très bien marché. Derrière, ils ont développé un schizophrène. Ils se sont mis à parler ensemble et on les a débranchés parce que ça ne fonctionnait pas bien. Ça, c'est les grandes lignes de l'événement. Après, on a eu forcément le superordinateur parce qu'on a eu une augmentation technologique, parce que du coup, on avait un énorme palier qui se faisait à cause du fait que les IA, elles tournent avec de la puissance. Ces puissances-là, elles arrivent au fur et à mesure. Donc, il y a la loi de Moore. Je pense qu'il y a plein de gens qui la connaissent, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais en gros, dans les années 80-90, on a réussi à avoir des IA qui pouvaient aller plus loin. Et on s'est intéressé aux jeux d'échecs parce que du coup, on pouvait avoir un jeu de données qui était très important et qui était assez régulier et qui permettait du coup d'avoir des IA qui pouvaient être performantes. Il y a eu 2 rencontres qui ont été faites avec Deep Blue, donc qui était un projet d'IBM. La première fois, l'IA, elle s'est fait battre par Kasparov, et la deuxième fois, elle a gagné. Et du coup, lui, il a dit qu'il y avait eu de la tricherie, pas mal de choses comme ça. On s'est posé beaucoup de questions. On a gardé ce côté très boîte noire de l'IA parce que ils n'ont pas complètement voulu donner leur jeu de données, donc ça a été assez complexe. Mais on arrivait à un moment donné qui était très intéressant parce que l'IA, elle devenait performante sur un périmètre qui était très précis, avec un jeu de données qui était lui aussi très précis et surtout très riche. Derrière, on a commencé à s'intéresser donc en 2005 aux premières voitures autonomes. Il y a eu un rallye qui a été fait dans le désert de Mojave et du coup, elle a réussi à être autonome sur 230 km. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce que les premiers tests qui ont été faits sur les voitures autonomes, le gros problème de l'IA, c'est l'humain. Parce qu'on est complètement imprévisible. Elle est dans l'optimisation et nous, un truc tout simple, combien il y en a qui mettent leur clignotant quand ils tournent ? Avec un tout petit peu d'anticipation, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément. Là où elle va rester dans les règles parce que c'est comme ça qu'elle est programmée. Donc du coup, ils ont réussi à avoir cette route difficile passée dans le désert. Et du coup, c'était le docteur Sébastien Thrun. Et du coup, derrière, il a rejoint forcément la Google Car, mais toujours dans un projet qui est très complexe à sortir et qui fonctionne notamment à Lyon avec des équipes, mais sur des circuits très fermés. Parce que la lâcher en environnement réel, ce sera complexe. Et ensuite, on a donc en 2012 Google Brain, où là, on a franchi un nouveau palier, forcément de puissance, et on va arriver à faire des choses vraiment très performantes. Et du coup, on va essayer de faire de l'apprentissage non supervisé, de la faire tourner sur des serveurs pendant 3 jours, et elle va, entre guillemets, inventer le concept du chat. Donc ça nous paraît à nous, utilisateurs, complètement simple, puisque du coup...
c'est quelque chose qu'on a appris très jeune. Là où c'est très intéressant, où du coup c'est ce qui m'intéresse dans l'IA, c'est que ça veut dire qu'on peut apprendre. Et du coup, au-delà de l'intelligence et du terme intelligence, il faut se dire que que l'IA, c'est une science c'est un domaine de science qui va rejoindre 3 pôles. Et du coup, dans ces pôles-là, on va avoir la notion d'apprentissage. Donc dans les 3 pôles, on a l'informatique, là où moi je suis le moins calée, les sciences cognitives qui sont plus mon domaine, et l'interface, ce vers quoi je voudrais vous amener, parce que du coup, d'après moi, c'est un des enjeux de demain si on veut arriver à ce que le public et les médias arrêtent de taper sur l'IA et qu'on n'ait pas toujours du coup des tout petits titres un peu putaclic qui vont sortir et qui vont appuyer sur un défaut à un moment donné. Donc au niveau de l'informatique, c'est simple. L'idée, c'est de se dire que ça fonctionne avec des programmes, que du coup, finalement, il y a des algorithmes et que la spécificité de ces algorithmes, c'est de pouvoir apprendre et du coup d'arriver à reproduire des résultats grâce à du machine learning. Et du coup, on est d'accord qu'on va essayer de ne pas trop parler d'intelligence parce que un programme, il n'est pas censé devenir intelligent et c'est pas comme ça qu'on doit le concevoir. Déjà, quand on parle d'intelligence avec les humains, c'est compliqué, mais alors si on commence à le mettre sur des concepts qui ne sont pas prévus pour, on va s'embrouiller. Donc on reste dans l'idée que c'est des algorithmes qui sont capables de faire de l'apprentissage. Ensuite, les sciences cognitives, ce qui sont intéressants, c'est que là, on va être sur de la modélisation. Et du coup, on va essayer d'avoir 5 sous-disciplines à l'intérieur qui vont être la capacité d'acquérir, de conserver, d'utiliser et de transmettre des connaissances. Et c'est vraiment ce périmètre-là qui va intéresser l'IA. Et enfin, l'interface, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, vos algorithmes, il faut qu'ils communiquent. Et du coup, il faut qu'il y ait une interface qui soit gérée pour permettre à ce que vos utilisateurs ils comprennent qu'est-ce que vous avez fait, où vous voulez les amener. Et aussi, quelque part, c'est nous, tous les jours, qui allons nourrir les jeux de data d'IA. Et enfin, l'UX, ce qui m'intéresse dans l'UX, c'est que c'est au moins aussi vaste que l'IA. Vous avez des champs de création, de design et de perspective qui sont énormes. Et du coup, j'aime beaucoup cette phrase de Don Norman qui dit que finalement, comme l'IA, on doit pas essayer d'atteindre la perfection et pas de se projeter trop loin dans quelque chose qui nous paraît irréalisable ou quelque part qui va nous faire peur, mais plutôt se focusser sur le résultat. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut lui faire faire ? Et du coup, il faut que de la même manière, notre interface, on se dise, aujourd'hui, quel est son objectif ? Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de penser un concept IA ensemble. Et du coup, je l'ai organisé en 3 parties. C'est, vu qu'on veut des fonds, on va essayer de trouver un business case. Ensuite, on va essayer de lui donner, de réfléchir à qu'est-ce qu'on va lui donner à manger à notre IA, comment on va paramétrer un jeu de données, et du coup, à quel moment nous, on intervient en tant que data analyst. Et ensuite, de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut en faire de ce jeu de données et comment on va lui faire rencontrer notre utilisateur final. Du coup, on va imaginer que Watson, il est chez lui en train de prendre le thé avec Earth Street. Et à ce moment-là, il reçoit un push notification sur sa liseuse qui lui dit que Sherlock a un rendez-vous. Il le géolocalise parce que forcément, ils ont des trackers. Et il s'aperçoit que le téléphone de Sherlock est toujours à la maison. Donc il sait déjà que Sherlock va oublier son rendez-vous, qu'il est sûrement parti avec une tenue complètement inappropriée parce qu'il a un déjeuner avec Mycroft, qui est son frère et qui lui permet d'avoir énormément d'avantages et de flirter avec la loi très souvent. Et il se dit, tiens, d'habitude, le vendredi, il va déjeuner avec son réseau de SDF, donc il doit sûrement être dans ce coin-là. Donc qu'est-ce qu'il fait Watson en super assistant de vie et en meilleur pote ? Il appelle un tailleur, il connaît à peu près les mesures et les mensurations de Sherlock. Du coup, il lui fait réserver un tailleur et ensuite, il lui commande un taxi qui passera récupérer le téléphone et du coup, permettra ensuite de retrouver à peu près Sherlock et l'amènera à son rendez-vous pour qu'il soit à l'heure, propre et qu'il ne ressemble pas à quelqu'un qui vient de passer une matinée avec des SDF. Imaginons maintenant qu'on veut recréer Watson en 2.0. La difficulté qu'on va avoir, c'est que si on doit le faire avec les assistants vocaux d'aujourd'hui, il y avait 3 événements. Il faut s'apercevoir du rendez-vous, il faut savoir à peu près du coup où est Watson, pour pouvoir Sherlock pour lui proposer un itinéraire. Il faut lui proposer un costume, et après du coup il faut le dropper au bon endroit au bon moment. Donc pour faire ça, en UX, qu'est-ce qu'on ferait ? On ferait ce qu'on appelle un persona. Donc le principe du persona, c'est d'arriver à représenter quels sont les besoins de notre utilisateur et du coup quels vont être les points de contact qu'il va pouvoir avoir avec l'IA. Du coup, là l'avantage c'est que je suis partie directement d'une personne fictive. Donc on va faire un recueil d'informations qui va nous permettre d'avoir les besoins de Sherlock. Alors je suis désolée, c'est pas flou comme ça chez moi. L'idée c'est de le classer avec les points de friction et ses besoins.
Ses besoins, c'est simple, c'est quelqu'un qui est très méthodique. Je ne sais pas si vous avez vu la série ou lu les livres, mais en gros, Sherlock, il est extrêmement psychorigide. Il ne supporte pas l'administration, la hiérarchie. Il a besoin que ça aille vite et il ne va pas du tout s'enquiquiner des besoins du quotidien. Donc du coup, ce qu'il va lui falloir, c'est une interface qui est extrêmement fluide, à laquelle il va pouvoir interagir rapidement et avec laquelle il aura des résultats rapides. Et du coup, ce qu'on sait aussi, c'est que Sherlock, l'interface avec lui, elle va se tromper. Parce que c'est quelqu'un qui est imprévisible. Donc il faut faire comprendre à Sherlock qu'elle a le droit de se tromper et qu'elle va apprendre de ses erreurs. Pourquoi ? Parce que lui, il est tout le temps en train de changer d'avis, il réfléchit très vite, et aujourd'hui, on n'est pas sûr que ce qu'on a en termes d'IA et de ce qu'on va pouvoir faire va vraiment... l'objectif, c'est de lui faciliter la vie pour être ce que moi j'appelle un better me, c'est-à-dire, en gros, elle le débarrasse des contraintes, et elle le débarrasse des points de friction dans le quotidien, et elle lui permet d'être ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui résout des cas qui paraissaient insolubles au départ, et il fait ça très bien. Une fois qu'on a ça, on va faire... Alors, il y en a qui l'appellent logigramme, il y en a qui l'appellent user journey. En gros, l'idée, c'est de se dire à quel moment on va avoir des points de contact entre notre interface et Sherlock. Donc, le premier truc qu'elle doit savoir, c'est est-ce qu'il a son téléphone ou pas. Donc ça, aujourd'hui, c'est facile d'avoir des notifications à une push et de voir si vous réagissez ou pas. Donc, on va dire qu'il a son téléphone, dans notre exemple. Si elle ne l'a pas, en ce moment, on sait que Google travaille notamment sur une interface qui permet de prendre des rendez-vous tout seul. Alors, c'est dans des espaces théoriques, où si vous avez vu la vidéo de Google, il n'y a pas de son de fond, la personne parle de manière très intelligible, sans accent, et surtout de manière assez lente pour que l'IA ait le temps de capter les infos. Mais on va dire qu'on y est presque. Donc, elle pourrait très bien appeler Watson et lui dire il faut que tu commandes un taxi parce qu'il va être en retard. Donc, admettons, on est dans un truc qu'on maîtrise un peu plus et qui est plus facile pour nous, puisque notre objectif, à nous, c'est un enjeu business, et du coup, c'est d'arriver à ce qu'elle soit autonome de Watson. Donc, elle va lui envoyer un push notification. Je pense que vous avez tous eu ça quand vous prenez un rendez-vous avec un billet de train, d'avion, n'importe quoi. Il y a Google qui a un système qui fonctionne très bien, qui vous permet de vous envoyer une push notif et qui va vous proposer un itinéraire que vous pouvez refuser ou accepter. Là, vous l'entraînez déjà, en fait, l'algo derrière, parce qu'il va noter ce que vous lui avez envoyé. Ensuite, à partir de ça, admettons qu'il accepte, elle va lui proposer une sélection de costumes. Et c'est ça qu'on va apprendre à faire ensemble. Donc l'idée, donc ça c'est pour vous montrer un petit peu, parce que quand on vient de la data analyse, on se pose pas mal de questions sur, en fait, ça s'arrête où ce que j'ai le droit de prendre, à RGPD ou pas RGPD, parce que finalement la RGPD c'est un cadre légal, mais il y a plein de gens qui nous donnent leurs données sans vraiment se rendre compte qu'ils nous donnent de la donnée. Il y a eu pas mal de scandales d'ailleurs sur Google quand vous regardez vos historiques. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, juste d'avoir une idée de l'historique que Google va avoir sur vous. Du coup, ça, c'est le mien. Donc j'ai changé plusieurs fois de Gmail, mais ça ne change pas grand-chose. Mais globalement, elle est capable de savoir où je vais, à quel endroit, à quelle vitesse, à quel moment, quels sont mes restaurants préférés. Elle va me les recommander quand je vais être dans un quartier spécifique. Elle va avoir un accès à mes mails, il ne faut pas trop que je me leurre. Donc du coup, elle peut les balancer ou non dans Google Calendar, ce qui lui permettra ensuite de me proposer des itinéraires. Et du coup, la dernière capture en bas à gauche, c'est une autre phase d'apprentissage, parce que du coup on a tous le problème avec le machine learning, c'est de se dire il nous faut beaucoup de données, et du coup il faut qu'on récupère de la donnée utilisateur, et cette donnée utilisateur elle est hyper mouvante, donc du coup on va vous proposer par rapport à un sujet. Donc ça c'est pour répondre à une conversation, un topic Facebook sur le cinéma, et comme elle a du mal à capter parce que l'information, elle va proposer des émoticônes qui n'ont rien à voir. Par contre, si vous utilisez l'application souvent et que du coup elle continue de progresser sur des sujets très médiatiques ou sur des articles de journaux, les émoticônes sont beaucoup plus sélectionnés. Donc du coup, ce jeu de data-là, on sait qu'il travaille. Et du coup, nous-mêmes, on utilise... ce que je voulais vous montrer, c'est que finalement, l'IA, ça a beau être une boîte noire, tous les jours, vous avez des points de contact avec, et elle va commencer déjà à vous faciliter la vie. Par contre, là où ça s'arrête, et notamment sur le point français, où on est un petit peu en retard, c'est que je ne sais pas si vous avez vu, quand vous recevez un mail, elle vous propose des réponses rapides. Et c'est encore très, très succinct. C'est-à-dire qu'elle a du mal à capter les keywords pour comprendre. Donc, il y a merci qui revient quasiment 90% du temps. Et puis après, elle essaie de voir si c'est un rendez-vous ou pas. Mais elle y arrive beaucoup mieux si effectivement la personne est passée par l'environnement Google, qui est quand même très présent. Et du coup, c'est tant mieux si c'est une invitation que vous recevez par un Google Calendar. Donc du coup, ça, aujourd'hui, on sait le faire.
Là où aujourd'hui, on va se poser la question, nous, c'est comment on sélectionne un costume pour quelqu'un. Pourquoi c'est beaucoup plus difficile ? Parce qu'il faut généraliser avec peu de données. C'est-à-dire que il y a des grands styles vestimentaires, mais on ne va pas tous avoir le même mode de vie, on ne va pas tous avoir des besoins au même moment. Donc du coup, pour faire ça, l'idée, c'est de réfléchir à une méthode d'apprentissage de machine learning. Alors moi, je focus sur des choses très simples. Pourquoi ? Parce que quand on travaille en business, on n'a pas énormément de fonds. On a du mal à faire passer ses idées. Et du coup, je me suis assez rapidement rendu compte que l'apprentissage supervisé par classification, c'était le plus simple. Parce que du coup, j'arrivais très vite à comprendre les règles métiers, à récolter des données, parce que là, quand c'est pour vendre... l'affiliation, tout ça, on vous donne des bases de données, alors elles sont dégueulasses. Mais du coup, vous avez, pour l'exemple là, j'avais 173 000 lignes. Donc du coup, pour faire une sélection en 4 styles, c'était pratique. Et j'avais un jeu de données que je pouvais redresser, qui était assez complet. Et du coup, pour m'entraîner, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite sur des programmes d'affiliation. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est en e-commerce. On va dire, voilà, j'ai un petit site internet. Donc j'ai créé Léa Personal Shopper. Du coup, je l'ai inscrit et on m'a ouvert San Marina, j'ai récupéré Mods, j'ai récupéré du coup pas mal de marques. Alors, beaucoup plus féminines, je me suis aperçue. Mais globalement, j'arrivais à récupérer de la data que je pouvais utiliser comme je voulais et qui était pas structurée, mais en tout cas, une fois nettoyée, une fois recalibrée, utilisable. L'idée, à partir de cette data, c'est de créer ce qu'on appelle des dimensions. C'est-à-dire, on va réfléchir à qu'est-ce qui est le plus important pour un utilisateur. Dans le cas d'un vêtement, on va avoir déjà le sexe. On va essayer d'éviter de faire de la recommandation, à moins que l'utilisateur nous l'ait demandé. Et ça peut être une partie des questions, et c'est là où il faut cibler nos utilisateurs. Le type, est-ce que c'est une robe, un pantalon, un costume, une chemise ? La marque, parce qu'il y a des personnes qui ont des préférences de marque. La taille, parce que du coup, c'est hyper déceptif si vous avez un coup de cœur sur un vêtement et que forcément, on vous l'a proposé une taille en dessus ou en dessous de ce que vous vouliez. La matière, parce qu'on sait que c'est hyper important, le côté textile. Et surtout, dans le numérique, nous, on n'a pas ce service-là. Vous ne pouvez pas toucher le costume ou le vêtement. Donc, du coup, il faut qu'on ait des informations là-dessus. La coupe, le motif, la couleur et le pays de fabrication, parce qu'aujourd'hui, ça fait complètement partie, en termes de mode éthique, de savoir où est-ce que sont fabriqués les vêtements et du coup, comment ça fonctionne, la filière avec laquelle on travaille. Ensuite, on va les classifier. Donc, du coup, moi, j'avais déterminé 4 styles, le casual, le BCBG, le classique, le trendy et le bohème. Le bohème, pourquoi ? Parce que Conan Doyle dit que le mode de style de vie de Sherlock Holmes, c'est bohème. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait une fois que j'avais mes classes ? J'ai appelé au secours mon développeur avec lequel j'ai travaillé. On a réfléchi par rapport aux dimensions, comment on allait faire. Et l'idée, c'était de se dire, est-ce que moi, j'ai suffisamment... du coup, on a eu des erreurs au début. Et quand on a examiné les erreurs, donc ça, c'est le parcours. Donc vous avez un premier parcours là où elle teste toutes les combinaisons. Alors je dis elle parce que nous, on l'a appelée Léa. Donc on l'a personnifiée dès le départ. C'est comme ça qu'on a monté le projet. Ensuite, elle va trouver en fonction des poids, des critères qu'on lui donne la meilleure combinaison. Et à la fin, l'idée, c'est que du coup, elle pense avoir réussi à dire ce vêtement, il correspond à telle taille par rapport à sa couleur, son motif, son pays d'origine, sa marque... Et ces matériaux, je vais plutôt dire que c'est un vêtement chic. Elle va essayer d'éviter de mettre un Dolce & Gabbana dans le côté bohème. Donc on est arrivé à 95% de résultats au bout de 2 jours. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup travaillé la base de données. Les premières fois, on était à 50%. On s'est rendu compte que c'était la personne qui avait classifié, qui avait fait n'importe quoi. Parce que j'avais pas pensé aux critères prix, tout simplement. Et du coup, comme je lançais mon étude utilisateur en même temps, donc c'est la partie UX, je me disais pas que le prix, bêtement, c'était quelque chose d'hyper important quand on cherche un vêtement. Donc du coup, c'est là où l'UX vient en renfort de l'IA et va permettre de pouvoir aider en rajoutant des dimensions et en comprenant le besoin utilisateur. C'est l'idée de se dire que finalement, l'IA, ça fait aussi partie d'un écosystème, que l'UX fait partie d'un écosystème et que si on veut développer un assistant, un chatbot ou autre chose, il faut qu'on comprenne l'écosystème et les règles métiers de cet écosystème. Et du coup, on s'est heurté à 2 difficultés. Donc le natural language processing, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup vendu par Facebook. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une explosion des chatbots en 2016. La Gartner a annoncé qu'en 2020, on serait 85% de marques à l'utiliser. Là, cette année, ils ont ressorti un sondage, ils sont à 50% pour 2022. Donc du coup, ils ont un petit peu modulé leurs chiffres. Pourquoi ils ont modulé leurs chiffres ? Parce que du coup, effectivement, en anglais, ils ont un grand pas en avance. En français, c'est plus complexe parce qu'on a une langue... On a une notion de synonyme et on s'en rend vraiment compte
quand on va travailler sur un chatbot, parce que du coup, en fonction de votre cible, le langage et le comportement sera différent. Et du coup, on va avoir des abréviations, des styles de langage qui vont être complètement différents. Et du coup, en général, on est obligé de revoir un petit peu ses ambitions à la baisse et de se dire que on va se servir d'autres choses. Et les autres choses dont on va se servir, c'est le support image et le clic. Et du coup, pourquoi c'est pratique le clic ? Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, quand on est sur un produit de recommandation et de personnalisation par chatbot, on se rend vite compte quand on analyse nos utilisateurs et le marché, c'est qu'en fait, les gens vont l'utiliser à des micro-moments. C'est-à-dire dans une salle d'attente quand on s'ennuie parce que c'est ludique, dans un transport. Mais on passe rarement du temps à essayer d'avoir un contact avec une marque. C'est plutôt quand on fait une recherche. Donc du coup, il faut être très rapide, très efficace et très fluide. Et du coup, nous, en tout cas, avec les moyens qu'on avait, on s'est dit, on pourra parler d'NLP et de choses comme ça quand on aura beaucoup plus avancé sur la connaissance client, quand on connaîtra bien le corpus sémantique et que du coup, on aura emmagasiné assez d'informations pour presque réappliquer la classification comme on l'a fait avec les vêtements, mais avec le langage. Et c'est là où on se rend compte que la langue française, elle est extrêmement riche et que du coup, si on veut pouvoir arriver à des résultats rapides, il faut arriver à du point and click parce que c'est beaucoup plus rapide pour nous. Et on n'arrive pas, aujourd'hui en tout cas à notre échelle et dans mon expertise à moi, dans mon expérience à moi et sur les projets qu'on a lancés, à avoir ça. Donc du coup, on a pris un autre parti pris pour pouvoir lancer le projet. On a fait une étude de marché, c'est-à-dire on a été voir des boutiques et voir comment elles fonctionnaient. Après, on a été suivre des conseillers parce que du coup, en fait, finalement, il y a peut-être une manière de vendre un vêtement qui n'est pas du tout celle qu'on pensait. Et effectivement, c'est pas du tout ce qu'on pensait. Donc du coup, on a pensé notre arbre de décision différemment en essayant de comprendre quelles étaient les règles métiers pour arriver à quelque chose qui soit logique et cohérent. Et après, recueil du besoin utilisateur. Et là, du coup, pourquoi j'ai pris l'exemple de Sherlock, c'est qu'à la base, je pensais que ça intéressait absolument pas les hommes. Et quand on a fait les sondages, on s'est rendu compte que comme eux, ça les embêtait profondément de peut-être regarder 3-4 sites qui faisaient pas de wishlist et de choses comme ça, et ils trouvaient ça hyper pratique d'avoir un bot ou un gadget ou n'importe quoi d'autre qui allait aller chercher pour eux, leur proposer quelque chose à leur taille, dans leur gamme de prix et dans leur couleur rapidement. Et du coup, souvent, ce qui est revenu, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à accorder. Et du coup, d'avoir des idées, on s'est servi beaucoup des images pour faire des planches de tendance et du coup de l'affiliation pour pouvoir faire du multimarque. Et ça, ils trouvaient que c'était un point supplémentaire et quelque chose d'intéressant. Donc du coup, alors c'est pas une capture d'écran, mais à peu de choses près. Aujourd'hui, on a un chatbot qui tourne et ce chatbot, il est capable. Donc ça, c'est une fois que vous l'avez fait tourner plusieurs fois. Mais en gros, au début, déjà, elle vous demande si elle vous dit qu'elle a un bot, parce qu'on s'est rendu compte quand on l'a lancé que il y avait certains projets qui essayaient de mimer la relation client comme si vous étiez face à un humain. Et je pense que ça marche pas et qu'aujourd'hui, les utilisateurs, ils se trompent plus. Et que du coup, ils se rendent vite compte qu'ils sont face à quelque chose qui ne correspond pas forcément à ce qu'on leur a vendu. Et après, ils sont déçus au téléphone. Donc là, elle explique tout de suite qu'elle a un bot. Ensuite, l'objectif, c'est de recueillir de la data. Parce que elle a besoin de connaître vos goûts, votre taille, à quelle fréquence vous achetez, quelles sont vos matières préférées, si vous avez des enfants, si vous êtes marié. Donc du coup, l'avantage de la plateforme. Donc on l'a lancé sur plusieurs plateformes. La plus intéressante pour parler RGPD, c'est Messenger, parce que du coup, on est sous le coup de l'autorisation de Facebook. Et à partir du moment où c'est pas elle qui vient vous chercher, que c'est vous qui démarrez la discussion, elle a le droit de recueillir de la donnée et on n'a pas de problème de ce côté-là. Parce que du coup, forcément, derrière, elle va garder cette donnée-là pour pouvoir vous proposer les éléments à la bonne taille. Et derrière, en fonction du style, de la morphologie aussi, on s'est rendu compte que la morphologie, elle jouait beaucoup, et pas seulement sur les femmes, sur les hommes aussi, parce qu'un costume, c'est très complexe à choisir, il y a pas mal de mesures qui rentrent. Et du coup, il a fallu qu'on rajoute des règles métiers. Alors, on n'est pas aussi parfait qu'un tailleur, et d'ailleurs, on ne propose pas ce type de service parce qu'il y a déjà des sites internet qui font ça très bien. Mais du coup, on essaie vraiment d'aller vers quelque chose qui soit le plus en adéquation possible avec les personnes et le plus en adéquation et avec les objectifs business des clients et avec les objectifs des utilisateurs parce que c'est ça qui est le plus important. Donc du coup, elle peut recommander un costume. Ce qu'elle ne pourra pas faire, par contre, c'est vous le faire mettre de côté comme dans mon exemple. Ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Derrière, elle vous renvoie forcément vers le site marchand. Ou sur le site, vers le site si elle est posée en widget. Et du coup, tout le monde l'a vu, cette conf ?
Voilà. Donc du coup, elle peut très bien aujourd'hui, derrière, vous commander un taxi et vous emmener d'un point A à un point B et de prendre le rendez-vous à votre place. Du coup, ce que je voulais dire dans cette conf et qui est intéressante et par rapport à tout, qui était pour moi le point de départ, c'est que on va avoir à un moment donné un problème d'éthique qui va se poser. C'est-à-dire que ce soit les personnes qui font travailler les algorithmes, ceux qui vont faire la data ou ceux qui font l'UX, à quel moment on va prévenir notre utilisateur que finalement on a récupéré toutes ces données-là. Est-ce qu'on arrive à être sûr aujourd'hui que cette donnée qu'on va utiliser, elle n'est pas réutilisée pour autre chose? Est-ce qu'on prend le risque de rajouter un point de friction dans notre interface pour se dire, attention, la data que tu vas me donner, elle te sert à pusher du produit ou pas? Dans le cas, je parle vraiment pour mon secteur, parce que du coup, moi, je me sers de l'IA pour augmenter des performances de site. Et du coup, c'est toutes ces questions-là qui vont se poser et qui font que je trouve que c'est très intéressant de mélanger des expertises, parce que je pense que c'est une richesse et qu'on va arriver à se mettre des limites les uns aux autres. Pas seulement technique, parce que ça, on progresse et c'est pas l'objectif de limiter les gens dans la technique et on arrive à faire des choses vraiment très intéressantes. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est d'éviter les cas comme l'IA de recrutement d'Amazon, c'est-à-dire quand nous, on lui classifie la donnée ou quand on va lui imposer un modèle et qu'on lui donne à manger à cette IA, on essaie de lui mettre le moins de biais cognitifs possible. Parce qu'une IA, elle ne devient pas sexiste. Si elle devient sexiste, c'est qu'à un moment donné, on lui a donné des informations. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'en parle pas du tout de ce côté humain. On est très très loin de la super-intelligence. Globalement, l'intelligence forte qu'on va nous présenter dans les films ou dans la science-fiction, ou parfois comme on nous l'a présenté Amazon et compagnie, je pense que c'est pas pour tout de suite. On voit que pour le test de Turing, on n'y est pas encore 100%. Et il a dit ça dans les années 50, on est en 2018. Donc du coup, même si les processeurs continuent à évoluer, et même si on apprend encore pas mal de choses vis-à-vis de l'IA, puisqu'il y a plein en deep learning, on voit qu'il y a énormément de progrès, il y a du développemental qui se met en place. Et moi, je trouve ça fascinant parce que du coup, ça veut dire qu'on va avoir des robots qui vont être capables d'arriver à faire des choses par eux-mêmes par rapport à des informations et à s'adapter. Et du coup, il faut que nous, à chaque étape, en tout cas les personnes qui vont co-créer avec les développeurs et avec le reste, on soit capable d'arriver à mettre les bonnes infos au bon moment pour lui imposer le moins de biais cognitifs et qu'on ne se prenne pas un retour de bâton avec des IA racistes ou sexistes. Du coup, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. J'avais une question sur justement l'éthique. Est-ce que vous, quand vous bossez avec des business pour améliorer leur performance, vous avez déjà mis en place des protocoles éthiques ou vous allez un petit peu au feeling et vous verrez une fois que les problèmes se poseront? Alors moi, j'essaie de les mettre en amont, déjà. C'est-à-dire que dans certains secteurs, je serais que ça me serait très compliqué de travailler. Parce que du coup, quand on veut faire de la conversion, de la recommandation de produits, il y a des produits où après, pour moi, l'éthique, elle est personnelle. Aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas encore assez de process. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, oui, on va mettre pas mal de choses en place, déjà avec les infrastructures. Essayer de se dire, du coup, ma donnée, elle est sécurisée. Après, la sécurité parfaite, tous les jours, on nous montre que c'est pas possible, mais il y a ça. Et ensuite, dans le choix des partenaires. Quand tu es sur un environnement e-commerce et qu'on va te proposer de poser certains pixels de retargeting ou de choses comme ça, de te dire quelle est vraiment la donnée que mes partenaires ils vont capter et qu'est-ce qu'ils vont en faire derrière. Et du coup, Messenger, c'est pas un partenaire ? Si, carrément. Okay. Si, carrément. Et donc là, les données que vous collectez appartiennent à Messenger ? Non, parce que du coup, il y a un partage. Tu sais qu'ils la captent forcément. Par contre, du coup, tu as une partie que c'est toi qui stockes. Tu stockes pour toi. Après, globalement, la donnée qu'on va capter par rapport pour avoir travaillé avec des partenaires qui travaillent avec Facebook, ce qu'on capte, nous, dans le chatbot, on a géré l'éthique au sens où on pourra en capter beaucoup plus avec certains partenaires parce que finalement, Facebook
et Google ont énormément d'infos déjà de base. Nous, on essaie vraiment de capter que ce dont on a besoin par rapport au secteur marché dans lequel on est. C'est-à-dire, on va essayer de ne pas aller capter ta liste d'amis, ça ne nous intéresse pas. On ne va pas capter tes intérêts connexes. On va pas aller suivre toutes les pages pour pouvoir te pusher à certains moments. Donc c'est au bon vouloir de chaque créateur, de chaque équipe de créateurs. Oui, aujourd'hui, tu vas mettre des process, mais tu peux les mettre que dans ton équipe. Ça, c'est pas encore généralisé. Après, je pense que tout le monde est vraiment sensibilisé à ça. Mais voilà, après, je pense qu'il y a certains domaines où, du coup, pour avoir fait un peu de finance, où du coup, là, les règles sont très strictes. Donc, du coup, tu fais beaucoup plus attention. Par contre, tu as d'autres domaines du côté du marketing ou du site e-commerce où là, c'est toi qui dois pallier à ce qui ne se fait pas encore en termes légaux. Merci. Eh bien, parfait. Bon après-midi. Donc, juste sur le mot éthique. Oui. Comment est-ce qu'un système peut-il être éthique ? C'est pour ça que j'ai dit que c'était pas le système, c'était les personnes avant. C'était la dernière phrase, quoi, le dernier slide, c'est ça qui est écrit ? Non, c'est vers une UX et une IA éthique. Une UX et une IA éthique, mais l'IA... Pour moi, du coup, c'est nous, dans la manière dont on utilise la donnée. Pour moi, c'est ce qu'on donne à l'IA qui doit être éthique. En tout cas, qui doit essayer d'être éthique. Ouais, parce que ce sont les personnes qui peuvent être éthiques. Oui, complètement, je suis complètement d'accord. Et c'est du pour coup, ça il y a que aussi l'utilisateur. Oui, après, l'utilisateur, est-ce qu'il est 100% conscient de ce qu'on fait derrière ? Je suis pas sûre. Même pas 100%, mais concerné par le processus éthique. Parce que vous-même, vous pouvez pas savoir, vous hésitez, quoi. Ah bah oui, on est en pleine construction. Donc du coup, il n'y a que dans l'éthique, c'est que lorsqu'on pense que l'autre on pense à l'autre, en fait, dans un sentiment d'éthique. Bien sûr, c'est pour ça que l'UX, c'est intéressant. À un moment donné, donc l'utilisateur, il doit dire, mais moi, il y a moi. Mais dans mon utilisation, c'est aussi pour les autres, parce que ma donnée va servir pour d'autres, dans notre cas. Comme il ne comprend pas ce qui se passe, il n'aura pas de point de vue. Sauf s'il y a un débat. S'il y a la possibilité dans le système de dire, tiens, si on discutait. Oui, après, ça, à terme, c'est ce vers quoi... c'est pour ça qu'on fait des enquêtes utilisateurs, il y a un débat. Une discussion, c'est pas une enquête. Hein. Non, mais du coup, ça dépend comment vous la menez, mais c'est ce qu'on appelle les interviews.